Amateurs de sensations fortes, tout de suite, de la hauteur, de la vitesse, des flammes, des catastrophes, un zap choc chaud et percutant, bienvenue. On démarre avec une course automobile en Australie. C'est la première épreuve comptant pour les championnats du monde. La concurrence est rude pour s'assurer la pole position. Les pilotes se livrent une bataille sans merci. Et à force de se chercher, ils se trouvent. La voiture de Craig Lowndes se retourne et finit sa course dans un enchaînement de tonneaux impressionnant. 5 en tout. Pour Craig, la course est terminée. Dans un cas pareil, il n'y a plus rien à faire, plus un simple passager. C'est quand les taux ont commencé, j'ai vraiment eu peur. Je ne savais pas dans quelle direction j'allais, c'était probablement ça le plus effrayant. La voiture finit par s'arrêter. Les autres pilotes accourent vers Craig pour l'aider. Il ne perd pas son sang-froid. J'étais coincé la tête en bas, mais je me souviens leur avoir répété plusieurs fois que j'allais bien. Craig a eu beaucoup de chance. Il est simplement blessé au genou. Mais nul doute que cet accident va le hanter longtemps. Ça a été un moment crucial dans ma carrière car j'ai vraiment failli y passer. J'ai eu très peur. Nous sommes à 3000 mètres d'altitude au-dessus de la Californie. 34 parachutistes s'unissent pour effectuer une figure en forme de diamant. Une manœuvre aussi spectaculaire que dangereuse. Un seul faux mouvement et c'est la catastrophe. Le caméra des parachutistes expérimentés, Brian Scott, remarque quelque chose. La mise en place, j'ai tout de suite vu qu'il y avait un problème. La formation était bien regroupée. Les lignes n'étaient pas nettes, ça devait être lié à un problème de vent. L'un des parachutistes essaie de rejoindre sa position à l'extérieur de la formation, mais il perd le contrôle. Il se retrouve emmêlé dans les cordes d'un autre parachute. Et les deux coéquipiers sont pris dans une spirale infernale. Ça s'est éternisé, je savais que ça allait mal finir. Il y avait un truc qui clochait. Brian assiste impuissant à leur chute désespérée, à plus de 160 km/h. On avait sauté à environ 3000 mètres d'altitude, et en regardant mon altimètre, j'ai estimé qu'il devait être à 300 mètres du sol. Un des parachutistes parvient enfin à se libérer. L'autre, Alan, lutte toujours pour se dégager. Les deux parachutes s'enroulent à une vitesse folle. Alan est en fâcheuse posture. Mais il reste calme et sort son couteau. Alan essaie désespérément de se libérer. Cela se brise. On s'entraîne pendant des années pour faire face à ce genre de situation. J'ai commencé même à se faire. Mais par chance, le parachutiste a un second couteau. Et cette fois-ci, Alan parvient enfin à se défaire. Il ouvre son parachute de secours. À quelques mètres près, et c'était trop tard. Il repart directement pour effectuer un nouveau saut. Lorsque nous avons atterri, on était prêt à recommencer. Alan a d'ailleurs remis ça quelques heures plus tard. Dans ce genre de discipline, il n'y a pas de place pour l'amateurisme. Mais mieux vaut être bien entouré. Nous sommes sur le tournage d'une vidéo à Los Alamos, en Californie.
Après une journée de cascade en terre, place à la séquence finale. Il s'agit d'un saut à plus de 60. Rien à dire, tout est parfait. Le réalisateur a simplement besoin de faire une seconde ligne. David Castillo s'exécute. Mais c'est pas, tout ne se passe pas comme prévu. David a sauté trop loin. Il a raté son atterrissage à 130 km/h. Il est tombé lourdement. La roue avant de sa moto s'écrase sur le sol. Dans la foulée, David fait un vol plané et il reste à terre. Sa clavicule est brisée, mais il est en vie. Pendant cette chute interminable, tout allait très vite et je faisais tout pour m'arrêter. Le sol était sec et dur et ma tête a cogné en premier. David, c'est exactement ce qui s'est passé. Quand on lui demande de refaire la cascade, il prend la mauvaise décision. Je n'avais pas assez de vitesse, mais j'ai décidé d'y aller quand même. Je pensais compenser la distance en faisant une mesure un peu différente. Erreur fatale. Dès que j'ai collé, j'ai senti que tout allait de travers. Pour la première fois de ma vie, je me suis glissé. David fait toujours de la moto, mais il garde ses deux roues au sol. Pas question de risquer sa vie une seconde fois. Hauteur de saut, vitesse, tout indique que j'aurais dû y rester. Je vous raconte même pas comment je souriais à la vie dans l'hélicoptère après. Nous sommes au Salvador. Un orage a ravagé le pays, faisant de nombreux dégâts. Un poteau électrique est tombé sur une voiture et 2 hommes sont pris au piège. Heureusement, l'électricité avait été coupée à cause du mauvais temps. Sinon, ils seraient morts électrocutés. Ils sont coincés depuis des heures. Ils luttent pour respirer. Personne ne peut faire. Heureusement, les secours arrivent. Mais le temps passe. Les pompiers soulèvent le poteau afin d'extraire enfin les 2 hommes. L'un d'eux a une jambe cassée. Le second, le conducteur, a été encore plus chanceux. Si le volant et la colonne de direction avaient été arrachés encore plus fort, il est sûr qu'il ne serait plus de ce monde. Nous voici à Copper Mountain, dans le Colorado, où a lieu une compétition de motoneige freestyle. Jake Winan explore les limites de sa machine. Le but, c'était vraiment de divertir le public, de lui donner des frissons, et il était là pour ça. Les motoneiges pèsent plusieurs centaines de kilos et ne sont pas faites pour voler. La motoneige s'écrase. Le choc est terrible. Je me suis dit que les conditions n'étaient pas optimales et que le vent se levait. Si au début tout va bien, c'est un simple coup de vent qui a tout fait basculer. Je me suis pris le vent en pleine face et je n'ai pas pu finir mon salto. Je suis resté la tête en bas pendant toute la durée du saut. Jay sait que la chute va être très dure. Je savais que ça allait faire mal et je m'attendais donc au pire. Et il se crache dans la neige à plus de 60 km/h. Ma tête a heurté la glace de plein fouet. Ça a fait un bruit sinistre. Mesdames et messieurs, pas de panique!
L'équipe médicale est déjà sur place. Jay souffre horriblement. Il a vu sa dernière heure arriver. J'ai eu très peur de disparaître. Jay est simplement blessé à l'épaule. Il se lève. Mais c'est bien là l'essentiel. Je suis conscient de ma chance. Se retrouver projeté en l'air et s'attendre au pire une fois en bas, c'est une expérience terrible. Ma bonne étoile a veillé sur moi ce jour-là. Sous vos yeux, la plus grande catastrophe qu'ait connue la Nouvelle-Zélande en près de 60 ans. L'eau a envahi des villes entières. Les ponts sont détruits. De simples ruisseaux se transforment en rivières. Les toits deviennent des îles. Et pour un rescapé, le toit fait même office de canot de sauvetage. Le courant est de plus en plus puissant et personne n'est à l'abri. Les voisins insistent impuissants au désastre. De ta maison. Ce qu'il reste d'une maison est emporté par les eaux. Fort heureusement, les occupants ont réussi à sortir à temps. Il y a quelques minutes encore, cette zone était sécurisée. Ces images prouvent que la nature a toujours le dernier mot. Chicago. Les pompiers sont en pleine action par moins 10 degrés. Un bâtiment abandonné est en train de brûler. Ne bougez pas. Le Zap-Choc revient tout de suite. Les sans-abri ont trouvé refuge au 3e étage. Ils ont fait un four réchauffé. La situation est rapidement hors de contrôle. Frank Herbourg n'a jamais combattu un feu d'une telle ampleur par une nuit aussi froide. La chaleur était si intense que toute l'équipe a été obligée de reculer. Ils combattent sans répit. Il fait si froid que les canalisations sont gelées. Un pompier approche une torche afin de maintenir la température de l'eau. Et ça fonctionne. Mais Frank, soudain, fait une découverte effarante. J'ai levé les yeux vers l'immeuble et j'ai cru voir l'ombre d'une main à travers la fenêtre. Il y a un sans-abri qui est toujours prisonnier des flammes. Pour réussir à l'atteindre, Frank doit grimper sur le toit de l'immeuble voisin. J'attendais juste qu'on déploie une échelle pour faire un aller-retour. Je pensais avoir assez de temps, donc j'ai tenté le coup. Frank découvre un homme terrorisé et recouvert de givre. Il reste très peu de temps pour l'évacuer. J'étais confiant. Du moment que j'arrivais à l'emmener sur le toit, la partie était presque gagnée. Mais le sauvetage est périlleux et il dure très longtemps. L'opération est une réussite. Je pensais vraiment à ressentir la fatigue. Moi aussi, j'avais besoin de coups de main pour redescendre cette échelle. Ce pauvre homme a tout fait pour ne pas mourir de froid. Pourtant, c'est le feu qui a failli avoir raison de lui. Seattle découvre une vision d'horreur. Un avion suspendu sur des lignes à haute tension. Par la roue, avec à l'intérieur son pilote.
Dave Ewing, le responsable de la caserne des pompiers, n'en croit pas ses yeux. Il était 5 heures du matin et on dormait tous à la caserne quand on a été contacté par le centre d'appel. J'ai cru que l'avion avait fait une sortie de piste et s'était retrouvé empêtré dans les câbles électriques. Je ne pensais pas qu'il était suspendu dans les airs. L'avion s'apprêtait à décoller lorsqu'il a été pris dans une énorme bourrasque de vent. Il est parti en travers et s'est accroché à cette ligne à haute tension. La situation est devenue très tendue. En s'approchant avec l'échelle, on risquait tout simplement de se faire électrocuter par le câble. Les secours soupçonnent un autre danger. Le carburant. Il s'échappe de l'appareil. 25 000 volts, prêt à exploser. Le carburant pouvait s'entraîner à tout moment, mais il ne fallait sauver ce pilote. Nous avons carrossé le sol de mousse pour contenir tout risque d'incendie. Il faut attendre plus d'une heure avant que l'électricité soit enfin coupée. La ligne à haute tension risque de céder sous le poids de l'avion. Le temps passait et le vent qui se levait était aussi une menace à prendre en compte. On avait peur que l'avion se décroche. Les secours approchent. Mais se heurtent à un nouveau problème. Arrivé à sa hauteur, on s'est rendu compte qu'on était trop loin de la porte de l'appareil. Mon coéquipier a dû se pencher dangereusement pour aider le pilote à sortir de l'avion. Après ce long calvaire, le pilote a les jambes complètement engourdies. La ceinture de sécurité coupait sa circulation sanguine. Mais il est vivant. Et c'est tout ce qui compte. L'avion n'a presque rien, à peine une hélice tordue. Le plus fou dans cette histoire est que cette ligne à haute tension a probablement sauvé la vie du pilote. Il a eu beaucoup de gens de trouver ce câble sur son chemin. S'il avait été sur l'autoroute, il serait mort sur le coup. Une situation incroyable, une histoire qui vit bien. On peut être à la fois redux et complètement hors de contrôle. Brusquement, le pilote dérape et fonce droit sur la foule. Les spectateurs terrifiés n'ont pas le temps de s'enfuir. Notamment cet homme. Il se fait percuter par la voiture, qui continue sa course folle. Encore plus impressionnant depuis l'intérieur de la voiture. Regardez. Des corps s'écrasent sur le pare-brise. Des spectateurs essaient de repousser le véhicule afin de dégager les personnes coincées dessous. On dénombre 7 blessés graves, mais tous survivent. 7 spectateurs qui pensaient être bien passés sont faillis être au premier loge de leur propre mort. Nous sommes en Australie. 2 pilotes font des manœuvres d'entraînement avant le début de la haute saison et sont l'eau d'incendie de forêt. Mais quelque chose ne va pas. Il manque un hélicoptère. Le pilote, Mike Tombs, revient à l'endroit même où il se souvient avoir vu son coéquipier, Duncan, pour la dernière fois. Finalement, il le retrouve, mais il n'est pas du tout rassuré. Le second hélicoptère est dans l'eau. Il n'y a aucun signe de vie. L'agent Erwan McKenzie se trouve dans l'hélicoptère avec Mike. Mike s'approche au plus près et Erwan essaie de porter secours à leurs collègues. Mais l'eau est très agitée. Erwan plonge. Il n'a pas le choix.
Il porte secours à Duncan. Mais ce dernier est inconscient. Il ne respire plus. Erwan décide de ramener le corps sur la berge à la nage. Mais il a besoin d'aide. Il ne faut pas perdre de temps. Ils sont exténués. Ils atteignent enfin leur village. Il devient inconscient. Et il ne respire toujours pas. Il faut absolument le réanimer. Et soudain, c'est un miracle. Duncan respire. Et les équipes médicales le prennent en charge. Il est tiré d'affaire. Il survit. Erwan est récompensé pour cet acte héroïque. Mais sa plus belle récompense est d'avoir été là pour son ami. Que font ces 4 cow-boys au milieu de l'arène? Du bull poker. Bienvenue pour le répond, ça dit n'est pas. Pour remporter la partie, il faut être le dernier assis haut de table. Un taureau joue le fait. Et que le meilleur gagne. 900 kg de muscles en colère tournent dans l'arène et font sur tout ce qui bouge. Le taureau percute Jason Guard de plein fouet. Il est le premier à être touché. Il est censé quitter la partie. Mais il fait face au taureau. Et la bête ne lui laisse aucune chance. Le choc est violent. Heureusement pour lui, les fameux clowns de rodéo sont là pour faire diversion. Mais que s'est-il passé dans la tête de Jason? Je voulais juste faire le show pour faire plaisir au public. Mais ce n'était sans doute pas la chose la plus intelligente à faire. Jason rajoute et reprend sa place. Encore une fois. Vous connaissez l'expression prendre le taureau par les cornes? Tu mords la poussière? Jason fait une partie de poker contre le taureau. J'ai ses cornes arrivées droit sur moi. On était 4 à cette table et c'est moi qui l'ai encore visé. Cette fois, Jason est touché. J'ai fait un blackout pendant 1 millième de seconde. Mais pas mal, j'ai juste été assommé. La prochaine fois, Jason réfléchira avant de bluffer un taureau. J'ai arrêté la compétition. Si on considère ça comme un sport, eh bien c'est un sport stupide. Car le taureau gagne à tous les coups. Nous sommes à Las Vegas. Seth Henslow relève les défis les plus fous en moto. Il prend son pied en flirtant avec la mort. C'est l'un des meilleurs et il veut que ça se sache. Ce que j'aime, c'est sauter par-dessus tout n'importe quoi. Les objets, les personnes, c'est ça qui m'excite. C'est construire des rampes spéciales pour faire des sauts impossibles. Mais tout ça n'est rien à côté de ce qui va suivre. Nous sommes à 2 pas du fameux strip de Las Vegas. Une foule compacte est rassemblée pour assister à une cascade qui s'annonce spectaculaire. Seth va survoler une rangée de motos sur une distance de 70 mètres. Impossible de faire marche arrière. C'est parti. Seth attaque la rampe à une vitesse de 115 km/h. Le saut est correct, la trajectoire aussi. Il dépasse la rangée de motos. Et soudain, le drame.
Quand la moto a touché le sol, les pneus ont explosé. Les pneus aussi, et du moto s'est enfoncé. Ça m'a projeté vers l'avant, la tête la première. Le cadre de la moto avait été fragilisé par des sauts précédents, ça a été la tête à trop. L'explosion des roues lui a fait perdre connaissance. Les équipes médicales se précipitent pour lui porter secours. S'il était resté conscient, il n'aurait pas survécu à cette chute. Ses muscles, endormis par la perte de connaissance, n'ont opposé aucune résistance au choc. C'est la différence entre un pro qui se relève après une chute et un amateur qui se casse une jambe. Seth n'a rien de cassé, rien qui ne nécessite une hospitalisation. Il a même la force d'aller saluer son public. J'ai eu tellement de chance ce jour-là. En me relevant, tout le monde criait et levait les bras en l'air avec moi. Je n'y croyais pas. Ayant survécu à cela, plus rien ne pouvait m'arrêter. Des ouvriers sont en train de démonter de gigantesques grues de déchargement. L'idée est de procéder section par section. Mais toutes les normes de sécurité ne sont pas respectées. Un accident est signalé. Mais pas forcément celui que l'on attend. Les ouvriers s'enfuient. Vite, la grue s'effondre. Les causes exactes de ce désastre restent à déterminer. On aperçoit ici les métallurgistes en train de boire de l'alcool pendant leur pause. Sans doute pour se réchauffer. Une chose est sûre, ils ont eu encore plus chaud après. Rialto, Californie. Nous assistons à une épreuve de saut en pick-up. Le but, sauter le plus loin possible. Les bolides se succèdent sur la rampe. Et c'est au tour de Chad Walton. Il n'est pas là pour plaisanter. J'avais démarré la compétition avec un saut assez modeste qui s'était bien passé, mais je n'avais pas prévu ce qui allait m'arriver ensuite. L'atterrissage n'est pas bon. Le pick-up est carton. C'est comme rentrer dans un mur à plus de 100 km/h. Pendant les tonneaux, j'avais l'impression d'être dans un manège. Ça n'arrêtait pas de tourner et de tourner encore et encore. Et le calvaire de Chad est loin d'être terminé. Le véhicule prend feu. Chad est pris au piège. Ça aurait pu être très grave. Je n'avais rien pour me protéger du feu. Heureusement, un ami brave le danger pour le sortir de là. Le public s'est mis à applaudir quand je suis sorti en courant pour me mettre à l'abri. Ils étaient tous soulagés de me voir en vie. Chad a fait un bond de 42 mètres. Sans cet accident, il aurait peut-être gagné. J'ai perdu ce jour-là, mais ce n'est pas bien grave. Ce qui compte, c'est d'être en vie. Nous voici à Sydney, en Australie. Le championnat féminin de cyclisme sur piste bat son plein. Et les esprits s'échauffent sur le vélodrome.
Une simple chute provoque une réaction en chaîne. C'est une hécatombe. Sept coureuses sont à terre. D'entre elles ont chuté très durement. Un vélo pour terminer sa course dans la tribune officielle. Mais malgré ce chaos, la course se poursuit. Les secours apportent premiers soins et réconfort aux blessés. L'émotion est grande, mais aucune blessure grave n'est à déplorer. Il suffit d'un rien pour qu'une course de vélo se transforme en véritable désastre. Des pluies torrentielles ont transformé la ville de San Antonio, au Texas, en véritable piscine à débordement géant. Les secours tendent une corde afin de leur faire en aide. Ils escortent la passagère jusqu'à la berge. Ils doivent redoubler d'efforts, car le courant est traître. Deux secouristes glissent, ils sont emportés par les eaux impitoyables. Miraculeusement, ils arrivent à se raccrocher. Leurs collègues préparent un canot de sauvetage, mais le courant est bien trop fort. Les deux secouristes en danger tiennent bon. Pendant ce temps, les secours vont chercher le conducteur du véhicule avant qu'il ne soit trop tard. L'opération est une réussite, tout le monde s'en sort. Mais cet événement nous rappelle que tous les jours, les secours risquent. Dan Coleman et ses potes sont en plein échauffement pour le grand show du soir. Je me suis mis au streetboard car ça procurait les mêmes sensations que le snowboard. Les figures, les saltos, tout est plus intense que le skate. Dan essaie de passer une dernière figure pour le grand final. Je voulais faire un flip arrière que j'avais déjà réussi à plusieurs reprises. C'était largement dans mes cordes. Pour pimenter l'affaire, il va s'enflammer. Littéralement. Depuis que je suis petit, j'ai toujours rêvé d'être cascadeur, de faire des figures avec du feu. C'est pourquoi j'ai voulu essayer pour voir. Dan fait un premier test avec ses vêtements pour seule protection. Impossible d'éteindre le feu, mais incroyablement, Dan est indemne. C'était effrayant. J'étais un peu stupide, mais je savais que ce serait facile. Les avertissements, c'est parti pour le show. Le public est fasciné par le spectacle, mais ça ne va pas durer. Dan s'asperge d'essence. Le feu est déclenché lorsqu'il arrive en haut de la rampe. Il rate son coup. Éteignez le feu! Et les flammes ne s'éteignent pas malgré la chute. Aidez-le, aidez-le! Ses amis lui portent secours pour lui sauver la vie. J'étais transformé en une énorme boule de feu. Je ne voyais plus rien. J'ai fermé les yeux et je me suis laissé tomber. Quand je les ai réouverts, j'avais les mains en feu et j'ai vraiment commencé à paniquer. On éteint enfin le feu. Mais il souffre de graves brûlures aux mains et au visage. Le streetboarder est retourné à ses casques, mais il n'est pas prêt de rejouer avec le feu.
Bienvenue sur l'île de Skye, en Écosse. Les gardes-côtes se déploient pour une opération de sauvetage risquée. Une vache nommée Tina s'est aventurée sur la falaise. Avant tout, il faut mettre l'animal dans un filet afin qu'un hélicoptère puisse l'emmener loin de là. L'animal est très nerveux. Le sol glissant ne facilite pas la tâche des gardes-côtes. Ils doivent être vigilants, car quelques mètres plus bas, des eaux tumultueuses les attendent. L'hélicoptère exécute doucement la manœuvre pour soulever mal. Quand soudain... Ne bougez pas, le Zap-Shock revient tout de suite. Le sauvetage prend une très mauvaise tournure. La vache est très agitée. Et l'un des gardes-côtes, Neil Stevenson, essaie de la stabiliser en agrippant le filet. Mais il est embarqué avec l'animal. Lorsque Neil lâche prise, il tombe, se cogne sur les rochers, mais il a poursuivi. Quand je tenais la vache, j'étais ses côtés mère. J'ai d'abord attrapé le filet et j'ai réalisé que je m'en vais aussi. Ne sachant pas jusqu'où allait m'amener l'hélicoptère, j'ai pris la décision, sans doute mauvaise, de sauter. Je suis retombé en contrebas et j'ai dévalé la falaise avant de me faire emporter par une vague. Neil saigne. Il est désorienté, mais il arrive à maintenir sa tête hors de l'eau. Deux autres gardes-côtes se portent à son secours. L'hélicoptère revient pour évacuer Neil. Il l'a échappé belle, tout comme Tina, la vache. Cette mésaventure montre que dans des conditions extrêmes, un sauvetage anecdotique peut virer au drame. J'ai eu de la chance d'être entouré de professionnels qui ont agi vite et bien. Pour moi, comme pour la vache. Nous voici à Long Island, dans l'État de New York. Deux casse-coups, Billy et Brett Hudson, pour des cascades improvisées, et donc illégales sur eux. Ils se sont auto-proclamés le couvre-lieu de Long Island. Aujourd'hui, ils s'essaient au sketchy. Le sketchy, c'est quand on s'accroche à l'arrière de sa moto et qu'on se laisse traîner. Greg roule sur une seule roue. Quand soudain... Le public assiste impuissant à la scène. Il arrive à toute allure derrière Brett et le percute à près de 200 km/h. J'étais sûr qu'il y avait au moins un mort. À une vitesse pareille, forcément, il y avait un mort. Jean et Greg sont pourtant en vie et peuvent donc donner leur version des faits. Je n'ai pas eu le temps de me poser. Je n'ai même pas eu le temps de réfléchir. C'est arrivé tellement vite, je n'ai rien compris. J'allais à toute vitesse, quand tout d'un coup j'ai vu Brett juste en face de moi. Mais j'allais si vite qu'il était impossible de contrôler quoi que ce soit. Jean est projeté sur l'asphalte sur plus de 60 mètres. Ça ne s'arrêtait pas. Le froid m'a intégré tous mes vêtements, ma peau était comme brûlée. Et pour Brett, c'est pire. Non, j'ai un cri horrible. Sa jambe était cassée, c'était très grave. Il se tordait de douleur. J'ai même dû faire pression sur sa jambe pour le soulager. Tout ce dont je me souviens, c'est d'avoir ressenti une énorme douleur. J'avais vraiment très mal. Bougez de la rue! Les policiers furieux arrivent sur le lieu de l'accident. Vous êtes inconscient, vous savez que c'est interdit. Vous connaissez les risques et vous le faites quand même. Taisez-vous! Taisez-vous! La prochaine fois, je serai moins indulgent. Pendant ce temps, le groupe de motards prend la fuite, abandonnant Brett à son sort.
J'ai passé des mois à l'hôpital à faire de la rééducation. Pour moi, les cascades en moto, c'est terminé. Cet accident aura bien calmé le crew furieux de Long Island. Maintenant, je conduis vraiment prudemment. Je fais beaucoup moins. Je fais plus de figure. Je me contente de regarder les enfers. Tout ce qui reste. Après un accident, on apprend à quel point on est fragile. Je suis très heureux d'être encore en vie. Nous voici en Corée du Sud. Une parachutiste est en fâcheuse posture, suspendue à une ligne à haute tension. Un mauvais coup de vent a entraîné cette étudiante dans des câbles menaçants. Elle n'ose pas bouger. Elle a peur de toucher deux lignes en même temps, ce qui provoquerait une mort instantanée. Les employés de la compagnie d'électricité interviennent pour couper le courant et les secours prennent le relais. La jeune femme a le choix de s'accrocher par les mains et les jambes. Elle chute son casque ne sert pas à grand-chose. Enfin sauvée, elle retrouve avec soulagement la terre ferme. Le saut en parachute, elle a vu et on n'y reprendra plus. Bienvenue en Pennsylvanie. Le caméraman Rob Gill s'apprête à tourner une séquence sur une voie de dégagement réservée aux poids lourds. Il y avait déjà eu plein d'accidents à cet endroit précis. Des camions s'étaient retournés. Je filmais juste quelques plans pour illustrer un reportage. Le caméraman est au bon endroit, au bon moment. Il n'en demandait pas tant. Le camion ne roule pas très vite. Pourtant, il est gêné dès les premiers dos d'âne. Le deuxième le fait se retourner devant la caméra. J'avais l'œil rivé dans le vif, à venir. Le chauffeur sort du camion, choqué par cet accident violent. Vous allez bien? Monsieur, vous allez bien? C'était choquant de le voir se lever et marcher après un choc pareil. Il saignait la tête. Ça va, mec? Ouais, ça, je peux sonner. Les blessures du chauffeur sont superficielles, mais l'état de son camion est plutôt préoccupant. C'est dans la boîte. Rob Gill a tout ce qu'il faut pour son reportage. Ces dos d'âne ne préviennent pas les accidents. Ils les multiplient. La preuve, par l'image. Canberra, Australie. Les rois du rallye automobile sont rassemblés pour le grand championnat. Les premiers tours ont été exempts d'accidents. Ça n'a pas duré. La voiture en tête file à plus de 160 km/h dans un virage. Le pilote essaie de braquer, mais c'est peine perdue. Le but du jeu, c'était d'aller le plus vite possible et de limiter la casse en cas d'accident. La voiture, qui arrive à toute allure, percute un caméraman de plein fouet. Quand la voiture s'est arrêtée, j'ai enfin pu voir ce qui s'était passé et j'ai aperçu un corps en dessous. Et voici ce qu'a vu le caméraman. 1400 kilos de tôle arrivant droit sur lui, avec rien pour le protéger. Difficile de croire que l'on puisse survivre à une telle collision. C'est pourtant le cas. Quand j'ai été percuté, ça a été le chaos total. Et de ne pas m'inquiéter. Michael Barnett s'en tire simplement avec une jambe cassée. C'est un miracle, et lui-même n'en revient pas. J'ai failli filmer ma propre mort. Heureusement, ça n'a pas été le cas. En Floride, un incendie domestique s'est transformé en véritable brasier. Des explosions s'enchaînent et menacent tout ce quartier résidentiel.
Parmi eux, Melvin Todd vit une nuit d'enfer. Des explosions ont fait trembler la maison. Je suis sorti pour voir ce qui se passait, et c'est là que j'ai vu l'incendie qui dégénérait complètement. Melvin attrape sa caméra et se rapproche des flammes. J'ai vraiment hésité à y aller. C'était très impressionnant. J'avais si peur. L'adrénaline faisait son effet et je tremblais comme une feuille. Il essaie de garder son calme pendant qu'il filme. J'entendais des cris, c'était la panique. Les gens ne comprenaient pas ce qui se passait. Le brasier ne faiblit pas, bien au contraire. Des explosions dans tous les sens. Melvin perd sa caméra. Je n'avais jamais vécu une expérience pareille. C'était dingue. Les pompiers vont lutter toute la nuit pour venir à bout de l'incendie. Au matin, on prend conscience de l'ampleur des dégâts. Il y avait une réserve de feux d'artifice dans le jardin du voisin. Par chance, il n'y a eu aucune victime. Je n'oublierai jamais le bruit de cette explosion. Cette histoire aurait pu très mal finir. Il aurait pu y avoir des dégâts.